chambre en tenant l'invitation que j'avais trouvée sur son bureau, celle où nos deux noms étaient imprimés 3 semaines plus tôt avant qu'il ne demande à son assistante de la réimprimer avec le sien uniquement. J'avais récupéré l'original dans le bac de tri sélectif. La cérémonie du prix de l'équerre d'argent, ai-je dit, pour le projet de la Tour Céleste. C'est bien cela. Le projet sur lequel j'ai passé 14 mois de conception. Il a fini par me regarder, non pas avec culpabilité mais avec quelque chose de pire, de l'impatience, comme si j'étais une réunion qui durait trop longtemps. Tu as aidé, Élise, mais il y a une différence entre aider et diriger. Le nom du cabinet est sur ce bâtiment, mon cabinet. Je n'ai rien ajouté. J'ai posé l'invitation sur la commode, je suis allée dans la cuisine et je me suis préparé un café. Je suis restée à la fenêtre à regarder sa berline allemande sortir de l'allée. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à passer les appels que je remettais à plus tard depuis 6 mois. C'était le soir où tout a basculé. Mais pour comprendre pourquoi je me tenais dans cette cuisine au lieu de cette salle de réception, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Mon mari et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 27 ans et lui 34. Je sortais tout juste de l'École nationale supérieure d'architecture avec mon diplôme en poche et plus d'ambition que de bon sens. Il venait de monter sa propre agence, 2 employés. Un bureau loué au-dessus d'un pressing et ce genre de confiance en soi qui remplit une pièce avant même que la personne n'y entre. Je pensais que cette confiance était de la vision. Il m'a fallu 11 ans pour comprendre la différence. J'ai rejoint son agence en tant que conceptrice principale. 6 mois plus tard, j'étais sa femme. Je me disais que les deux choses étaient distinctes, que mon travail se suffisait à lui-même, qu'il me voyait comme une partenaire dans les 2 sens du terme. Pendant un temps, cela semblait vrai. Les 5 premières années, nous avons construit des choses ensemble, vraiment ensemble. Je dessinais jusqu'à 2 heures du matin et il m'apportait du café, s'asseyait en face de moi et me disait quelles idées chantaient et lesquelles n'étaient que du bruit. Il avait l'œil juste. J'avais toujours respecté cela et je l'aimais pour ça. Mais vers la 6e année, la dynamique a changé. Cela arrive lentement, comme l'érosion. On ne le remarque pas avant que le bord de la falaise ait disparu. Il a commencé à se rendre seul aux réunions avec les clients, a commencé à présenter mes dessins sans que je sois dans la pièce. Il a commencé à parler de mes concepts comme de notre direction devant les clients, puis de sa vision dans les interviews. Je me disais que c'était juste du marketing, que l'agence avait besoin d'un seul visage, que le mariage était une association et que ce qui était à lui était à moi. J'ai arrêté de me raconter cela au moment du projet de la Tour Céleste. La Tour Céleste était la plus grande commande que son agence ait jamais reçue, un complexe mixte de 32 étages dans le quartier de la Confluence à Lyon, le genre de projet qui définit une carrière. Quand le dossier est arrivé sur notre bureau partagé à la maison, il l'a fait glisser vers moi sans un mot. J'avais compris. Celui-ci était à moi de le résoudre. J'y ai travaillé pendant 14 mois. J'ai redessiné l'atrium 11 fois. Je suis allée à Lyon un mardi de février pour rester sous la neige et comprendre comment la lumière se déplaçait sur cet angle particulier de la ville à 16 heures. J'ai construit 17 maquettes à l'échelle. Mon mari a approuvé le concept final lors d'une réunion de 40 minutes où il a passé la majeure partie de son temps sur son téléphone. Lorsque le projet a été soumis pour le prix de l'équerre d'argent, la plus prestigieuse distinction architecturale de France, la candidature ne mentionnait qu'un seul concepteur principal, son nom. Je l'ai appris quand une collègue m'a envoyé un SMS de félicitations. Je lui en ai parlé ce soir-là. Il a dit que le processus de soumission avait une limite de mots, que mes contributions étaient intégrées dans l'identité de l'agence, que j'étais trop sensible, que si je voulais une reconnaissance individuelle, j'aurais peut-être dû monter ma propre structure. Cette dernière phrase a résonné différemment de ce qu'il espérait. Je ne me suis pas battue. J'avais appris alors que se battre contre lui était comme se disputer avec la météo, c'était bruyant, épuisant, et au final, la météo faisait ce qu'elle avait prévu de faire de toute façon. Alors je me suis tue. Et le silence chez moi a toujours été l'endroit où je réfléchissais le mieux. J'ai commencé à tenir des registres. Pas par méchanceté, du moins pas au début. J'avais toujours tenu des journaux de projets détaillés, des croquis horodatés, des archives de correspondance. C'était simplement ma façon de travailler.
Mais je suis devenue plus délibérée. Je me suis assurée que chaque décision de conception majeure laissait une trace écrite qui menait à moi, des courriels, des historiques de version, des communications avec les clients où j'avais été en copie ou que j'avais initié. 14 mois de documentation sur la tour céleste organisée dans un dossier que je gardais sur un disque personnel, pas sur le serveur de l'agence. J'ai aussi commencé à prendre des cafés avec une femme nommée Béatrice. Béatrice était une avocate spécialisée en propriété intellectuelle pour les métiers de création. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence 3 ans plus tôt et étions restés vaguement en contact. Je lui ai dit que je posais des questions de manière hypothétique. Elle a souri comme sourient les gens qui savent que vous ne posez pas du tout de questions hypothétiques. Nous nous sommes vus 4 fois en 2 mois. À la fin de notre dernier rendez-vous, je savais exactement ce que j'avais entre les mains, ce que cela valait et quelles étaient mes options. J'ai aussi compris quelque chose de plus important. J'avais été employée de l'agence pendant 11 ans avec une structure de rémunération qui n'avait jamais été formellement mise à jour depuis ma lettre d'embauche initiale. Les parts sociales que mon mari m'avait promises quand le moment serait venu n'avaient jamais été mises par écrit. J'étais techniquement une architecte senior gagnant un salaire d'architecte senior alors que j'exerçais les fonctions de directrice de création de l'agence. Béatrice n'a pas eu besoin de me dire que c'était un problème pour lui, pas pour moi. Je n'ai rien fait de cette information immédiatement. Je veux être honnête là-dessus. Je n'étais pas en train d'exécuter un fantasme de vengeance élaboré. J'étais en deuil. Le deuil du partenariat que je pensais avoir, le deuil de la version de mon mariage qui n'avait existé que dans ma tête pendant 11 ans et apparemment nulle part ailleurs. J'ai passé plusieurs semaines à me convaincre que je me trompais sur toute la ligne, que j'étais paranoïaque et mesquine, et que peut-être il avait raison, que j'étais trop sensible. Puis la cérémonie du prix de l'Équerre d'argent a eu lieu. C'était une soirée de gala à l'auditorium Maurice Ravel. 400 personnes, le genre de salle où les carrières se font. J'avais prévu ma robe depuis 3 mois. Le matin de la cérémonie, il m'a dit qu'il avait besoin que je reste à la maison. Il ne s'est pas excusé. Il l'a expliqué comme un conflit d'emploi du temps. Il avait mentionné à certaines personnes de l'agence que la Tour Céleste était un effort en solo, une percée créative personnelle, et que ma présence compliquerait le récit. Il a dit cela avec le même ton qu'il utilisait pour discuter des projections trimestrielles. Compliquer le récit. J'ai dit que je comprenais comment ces choses fonctionnaient. C'était vrai. C'était bien là le problème. Je comprenais parfaitement. Je l'ai aidé à mettre ses boutons de manchette. Il m'a embrassé sur la joue. Je l'ai regardé partir pour la 2e fois vers la ville, vers la salle pleine de gens qui s'apprêtaient à célébrer un travail issu de mes mains, de mes nuits blanches, de mes 17 maquettes et de mon attente dans la neige en février. Je suis retournée dans la cuisine. Même fenêtre, autre café. Je suis restée assise avec cela un moment. La colère, oui, mais sous la colère, quelque chose de plus calme et de plus lucide. Une sorte de reconnaissance froide. Le sentiment de voir enfin en haute résolution quelque chose que l'on ne faisait qu'entrevoir depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai appelé Béatrice. Pas pour poser des questions hypothétiques cette fois. 2 jours après la cérémonie, 2 jours après que mon mari soit rentré avec un trophée en cristal qu'il avait placé sur la cheminée de notre salon comme une idole dans un lieu de culte, j'ai déposé une plainte formelle en revendication de paternité auprès de l'Ordre des architectes. J'ai soumis 14 mois de documentation horodatée, des croquis originaux avec métadonnées, des fichiers de conception montrant l'évolution du premier concept jusqu'à la construction finale. 47 courriels dans lesquels les clients m'avaient adressé directement des questions de conception, et la correspondance d'un ingénieur structure où il se référait explicitement au concept d'atrium d'Élise. J'ai également déposé une demande de reclassification formelle de mon dossier aux ressources humaines de l'agence, que mon mari n'avait jamais pris la peine de mettre à jour en 11 ans, en notant l'écart entre mon titre, ma rémunération et mes responsabilités documentées. Et puis j'ai appelé la journaliste. Elle s'appelait Léa Roussel et elle écrivait sur l'architecture et le design pour Le Progrès et occasionnellement pour des revues nationales. Nous nous étions rencontrés lors d'un vernissage il y a 2 ans. Elle avait essayé de m'interviewer sur le projet de la Tour Céleste à l'époque et je l'avais renvoyé vers mon mari par habitude. J'avais son numéro dans mon téléphone.
Je ne l'ai pas appelée pour tout détruire. Je l'ai appelée parce qu'elle cherchait la bonne histoire depuis 6 mois et que j'avais passé 11 ans à la construire. Je ne lui ai pas demandé de le détruire. Je lui ai demandé de dire la vérité. Ce sont 2 choses différentes, même quand la vérité est dévastatrice. Je veux aussi dire ceci. J'avais déjà quitté notre chambre avant que tout cela ne devienne public. J'avais déjà parlé à un avocat pour le divorce. J'avais déjà signé un bail pour un atelier dans le 3e arrondissement de Lyon, petit, lumineux, avec des fenêtres orientées au nord comme je l'avais toujours voulu. La collecte des preuves et les appels téléphoniques n'étaient pas des actes de désespoir. C'étaient les derniers éléments d'une liste que j'écrivais dans ma tête depuis 2 ans. Le prix a été remis un jeudi soir. La plainte auprès de l'ordre a été déposée le vendredi matin. Le mardi suivant, l'article de Léa était en ligne. Ce n'était pas un réquisitoire gratuit. C'est important. C'était un reportage approfondi sur l'invisibilité systémique des femmes dans les agences d'architecture, utilisant la tour céleste comme étude de cas avec preuve à l'appui. Mon nom figurait au 3e paragraphe. L'expression la conceptrice principale non créditée apparaissait dans le titre. Mon mari m'a appelé 11 fois entre 7h et 9h ce matin-là. J'ai répondu au 12e appel. Tu dois réparer ça, a-t-il dit. Je n'ai pas écrit l'article. Tu lui as parlé. J'ai dit la vérité, ai-je répondu. Ce sont 2 choses différentes. Il y a eu un non-silence. Puis il a dit, tout ce que nous avons construit. Tout ce que j'ai construit, ai-je rectifié calmement. Pas avec colère, juste avec précision. Tu as gardé une trace très précise de tes contributions, ma chérie. Je ne fais que rattraper mon retard. Il n'a pas eu de réponse à cela. Les retombées n'ont pas été immédiates ni totales. Je veux être honnête là-dessus aussi, car le monde est rarement aussi net qu'on le voudrait. Son agence ne s'est pas effondrée. Il n'a pas tout perdu, mais le comité du prix a ouvert une enquête. Le crédit de conception de la Tour Céleste a été modifié dans les registres publics de l'ordre pour m'inscrire comme conceptrice principale avec son agence comme entité soumissionnaire. 2 clients qui étaient en discussion précoce avec l'agence ont discrètement déplacé leur projet ailleurs. Et le portrait a été repris par le flux en ligne de revues internationales, ce qui signifie qu'il a atteint des personnes qui comptent dans l'industrie. Plus important encore, et c'est la partie à laquelle je pense le plus, il a atteint une femme de 24 ans nommée Manon qui venait de commencer à travailler dans une agence à Paris et qui m'a envoyé un message disant « Je vois cela arriver aux femmes dans mon bureau et je n'avais pas les mots pour le dire, maintenant je les ai, merci. » J'ai sauvegardé ce message. Le divorce a duré 8 mois. Béatrice m'a orientée vers un avocat en droit de la famille qui a été discrètement redoutable lors des dépositions. Comme je n'avais jamais reçu de part formelle dans l'agence malgré mes fonctions de directrice de création pendant 6 ans selon toute définition raisonnable, il y avait un litige légitime sur la valeur de mes contributions à la croissance de l'agence pendant notre mariage. Mon mari a préféré conclure un accord plutôt que de passer par une phase de divulgation de documents exhaustive. Je ne dirai pas le montant, mais je dirai que l'atelier que j'avais loué à Lyon était une situation temporaire. Ma propre agence a ouvert 14 mois après la cérémonie du prix. Je l'ai nommée d'après la rue où j'avais grandi à Annecy, une petite référence qui ne signifiait rien pour personne d'autre mais qui signifiait tout pour moi. Le premier projet était un petit centre culturel de quartier, rien de comparable à la Tour Céleste en taille, mais les clients étaient un collectif associatif et ils m'ont donné une liberté créative totale. Je suis allée sur leur terrain un mardi après-midi, je m'y suis tenue et j'ai regardé la lumière bouger et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le sentiment que le travail m'appartenait. L'inauguration du centre d'art a eu lieu un samedi d'octobre. Le maire est venu. Il y avait du jus de pomme chaud, un quatuor à cordes local et des enfants qui couraient dans l'atrium. J'avais conçu la version réelle du concept d'atrium que j'avais esquissé pour la première fois dans notre bureau à la maison 5 ans plus tôt. Mon nom figurait sur la plaque à l'entrée. Mon mari n'est pas venu. Je ne l'avais pas invité. Léa Roussel est venue. Béatrice est venue. Manon, la jeune femme de Paris, est venue aussi. Elle m'avait recontacté 2 mois plus tôt pour me demander si j'avais besoin d'une collaboratrice.
Je l'avais embauché un mardi autour d'un café et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Quelqu'un à l'inauguration m'a demandé si j'étais contente que tout cela soit arrivé. J'ai pensé aux 11 années, aux 14 mois sur la tour céleste, à l'attente dans la neige, aux 17 maquettes, à la façon dont il avait dit compliquer le récit comme si j'étais une note de bas de page dans ma propre histoire. Je suis contente de l'avoir découvert, ai-je répondu. Il y a une différence. Je ne crois pas aux fins toutes propres. Ma vie après cette inauguration d'octobre n'a pas été un montage de triomphe constant. Il y a eu des mois de travail difficile et de solitude pesante, et le deuil spécifique de démanteler quelque chose autour duquel on a construit sa vie d'adulte. Il y a eu des nuits où je me suis assise dans mon nouvel appartement en remettant tout en question, pas seulement lui, mais moi-même, mes choix, ceux que j'avais reportés, et le temps que j'avais passé à savoir au fond de moi sans vouloir me l'avouer. Mais il y avait aussi cela, les fenêtres orientées au nord de mon atelier. La façon dont la lumière entrait par un matin clair et tombait sur la table à dessin. Les courriels de Manon avec des objets comme « Et si on inversait tout, d'accord, écoute-moi bien ». Les projets qui portaient mon nom, non pas intégrés dans l'identité de quelqu'un d'autre, non pas pliés dans un récit qui n'était pas le mien. Le trophée en cristal est toujours sur la cheminée dans ce qui est maintenant sa maison. Je ne sais pas s'il le regarde jamais. Je sais que lorsque l'ordre des architectes a mis à jour ces registres, ils m'ont envoyé une lettre confirmant la modification et je l'ai encadrée et suspendue dans mon atelier entre la fenêtre et la table à dessin. Non pas comme un trophée mais comme un rappel de quelque chose que je savais déjà mais que j'avais besoin de voir par écrit. Que le travail a toujours été le mien, qu'il l'a toujours été, et que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de refuser qu'il soit effacé. Je passe encore devant la tour céleste parfois quand je suis en centre-ville. 32 étages. Les vitres de l'atrium accrochant le soleil de l'après-midi exactement comme je l'avais calculé quand je me tenais à cet angle de rue sous la neige. C'est un bâtiment magnifique. Je connais chaque décision qui y a été investie. Je sais quels choix étaient des compromis et lesquels étaient exactement ce qu'il fallait. Il a construit une agence. J'ai construit ce bâtiment et maintenant je construis quelque chose de nouveau. Cette histoire nous rappelle que la réussite professionnelle ne doit jamais se faire au prix de notre identité ou de notre intégrité. Dans de nombreux domaines, et particulièrement dans les métiers de création comme l'architecture, le travail des femmes a longtemps été occulté par des figures masculines dominantes. Le parcours d'Élise est un témoignage de résilience et de courage. Elle montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de sa propre vie et exiger la reconnaissance qui nous est due. La documentation et la rigueur dont elle a fait preuve ont été ses meilleures armes contre l'injustice. C'est une leçon pour nous tous, savoir garder des traces de nos accomplissements et ne jamais laisser personne d'autre raconter notre histoire à notre place. Son succès final avec son propre cabinet prouve que le talent finit toujours par briller lorsqu'il est libéré des chaînes de l'oppression. Que pensez-vous de la réaction d'Élise face à la trahison de son mari et avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un d'autre a tenté de s'approprier votre travail ou vos idées ?